Noi crediamo che l'Italia, sotto la guida del Littorio, inquadrata in tutte le sue formazioni rivoluzionarie, attingerà i suoi destini, arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Benito Mussolini, comédien né, orateur puissant, meneur d'hommes, rêvait de fonder un nouvel empire comparable à celui de la Rome antique. Rêve condamné à l'échec. L'Italie était trop arriérée et trop faible pour se lancer dans une telle aventure. C'est ici, à Predapio, qu'est enterré Mussolini. Vittorio, le fils aîné du dictateur, vient se recueillir sur la tombe de son père, exécuté par les partisans communistes en 1945. Vittorio se souvient des ambitions de Mussolini. Mon père, Benito Mussolini, avait un grand rêve, une ambition immense. Il voulait une Italie forte et fière, respectée pour ses lois, sa discipline et sa forme supérieure de justice sociale. Il voulait créer en Italie un homme nouveau, digne de la Rome antique et de la Renaissance italienne. Un tel peuple aurait pu faire partie des maîtres du monde. Retrouver la puissance et la gloire de la Rome ancienne avait été le rêve des nationalistes italiens depuis l'unification du pays en 1870. Pour eux, la grandeur de la nation devait être l'objectif suprême de tout gouvernement. Mais, pour bien des Italiens, la réalité était moins brillante. Beaucoup vivaient dans une pauvreté absolue. L'émigration était leur seul espoir d'une vie meilleure. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie s'était jointe aux Français et aux Britanniques contre la promesse d'avantages territoriaux. En 3 ans, elle perdit 500 000 hommes. La guerre avait désorganisé l'économie et multiplié les tensions sociales, au point de faire de l'Italie un pays quasiment ingouvernable. À la fin de la guerre, c'était le chaos, la subversion, la menace d'une révolution bolchevique. Émeutes, anarchie, grèves interminables, agressions et violences de toutes sortes. Quand nous sommes revenus des tranchées après 3 ans de cauchemar, où l'on respirait la puanteur des morts autour de nous, au lieu d'être accueillis par le drapeau italien, c'était le drapeau rouge des communistes, avec des insultes. On nous jetait des pierres. Tandis que les différents groupes politiques se battaient dans les rues, beaucoup d'anciens combattants rejoignirent un nouveau parti, ardemment nationaliste, le Parti des faisceaux de combat, ou parti fasciste. Son uniforme, la chemise noire. Son objectif, abattre le communisme et le libéralisme, bâtir une Italie puissante et autoritaire. Il faut considérer qu'aux tables de la paix à Versailles, l'Italie avait été très maltraitée et qu'on accusait les autres puissances qui avaient gagné la guerre, notamment la France et la Grande-Bretagne, de n'avoir pas respecté les pactes. Et donc, on considérait que la victoire avait été mutilée. Ça, c'est, vous savez, le terreau fertile où est né le fascisme. Le chef de ce nouveau parti se nommait Benito Mussolini.
Ancien socialiste d'origine paysanne, il était devenu nationaliste pendant la guerre. Mussolini était un journaliste et un orateur de talent. Il s'attirait à la faveur des foules en leur offrant des rêves de grandeur. Il promettait que le fascisme allait débarrasser l'Italie des politiciens corrompus et incapables, obliger les alliés de 14-18 à tenir leurs promesses et recréer un nouvel empire dont le centre serait Rome. Ugo Peretti, un des fondateurs du parti fasciste à Milan, raconte les débuts du mouvement. Il y avait des bagarres très violentes, avec des morts de part et d'autre. Quand on attrapait un, le ramenait au centre-ville et on lui flanquait une bonne raclée. En plus, on lui administrait un grand verre d'huile de ricin. C'était extrêmement efficace. Je dois dire qu'ils avaient encore plus peur de l'huile de ricin que du gourdin. En octobre 1922, Mussolini se sent assez fort pour organiser une marche sur Rome. Prudemment, lui-même reste à Milan. Le gouvernement légal demanda au roi Victor Emmanuel de faire intervenir l'armée. Mais le roi dit qu'il craignait la guerre civile. De fait, les possédants craignaient une révolution de style bolchevique et comptaient sur les fascistes pour établir l'ordre. Victor Emmanuel demanda à Mussolini de former le nouveau gouvernement. Au début, Mussolini partagea le pouvoir avec d'autres formations, mais dès 1925, seul restait en place le parti fasciste. L'Italie était devenue un régime de parti unique. Mussolini trouva l'Italie en plein chaos, au bord de la guerre civile. Il n'y a pas de doute, il s'est arrangé pour faire de l'Italie un pays où régnait la loi et l'ordre, où il n'y avait pas de grève et où les trains arrivaient à l'heure. Il n'y avait plus ces bagarres de rue entre fascistes et communistes. Mais pour nous, antifascistes, c'était au prix de la liberté. La répression est très facile à décrire. Pas de liberté de la presse, impossible de publier un journal, de critiquer le fascisme dans un journal existant, pas de réunion publique pour dire ce qu'on pensait. Le Parlement fut neutralisé, il n'y avait plus d'élections libres. Les travailleurs n'avaient qu'à bien se conduire, aller tranquillement au travail, sans faire d'histoire. Les syndicats étaient pratiquement des instruments du fascisme. C'est ça, la vraie nature du fascisme. Les opposants les plus résolus de Mussolini étaient les communistes. Les fascistes se mirent à brûler leurs journaux en public. Beaucoup d'antifascistes émigrèrent. Ceux qui restèrent furent emprisonnés ou exilés. Mario Vigna était membre du Parti communiste à Ravenne. En 1930, j'ai été arrêté et amené au quartier général de la police. Ils m'ont battu. Parce que je ne voulais pas dire les noms de mes camarades, ils ont essayé de voir jusqu'où irait ma résistance en me brûlant la poitrine avec un fer rouge. Mais je n'ai rien dit, pas un mot. Après ça, j'ai été envoyé à Rome, jugé et condamné à 10 ans de prison. Le fascisme était bien sûr un régime totalitaire. En fait, le mot totalitaire, appliqué maintenant à tous les États du même type, vient sans doute de la fameuse devise de Mussolini, qu'on pouvait lire sur tous les murs du pays. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. Mais en Italie, on le disait souvent pour s'amuser. C'était un État totalitaire révisé, corrigé, adouci par le fait que presque tout le monde se moquait des lois fascistes.
Les Italiens sont comme ça. Ils ne tenaient guère compte de la sévérité des lois, ni des punitions qui allaient avec. Alla severità delle leggi e delle eventuali sanzioni. Mussolini devait compter avec les deux puissances traditionnelles, la monarchie et l'Église catholique. Incapable de les dominer, il s'efforça d'obtenir leur soutien. Le pape est mort, et il est arrivé comme nouveau pape, Papa Ratti, c'était Pio XI, c'était l'archevêque de Milan, qui avait béni les drapeaux fascistes dans les églises dans les années 20. Donc c'était quelqu'un qui, pour formation, il n'était pas défavorable au fascisme. Mussolini a commencé à étudier la possibilité de faire des pactes, qui sont finalement les pactes du Latéran, qui ont donné à l'Église une statut d'État souverain. Et c'était très important pour l'Église, parce que c'était la première fois, depuis que l'Italie était un pays unitaire, qu'il y avait une reconnaissance officielle de l'Église. Et ce qui a donné, à mon avis, une certaine force au fascisme. Pour asseoir son régime, Mussolini devait aussi relancer l'économie. Il entama une politique de grands travaux que la propagande officielle exploita au maximum. La productivité augmenta dans les campagnes, dans les usines, les mines. Les trains arrivaient à l'heure. En taxant les célibataires et en récompensant les mères de famille, Mussolini renversa le déclin du taux de natalité. La propagande fasciste fit état d'un record grandiose. 1300 enfants mis au monde par 93 femmes. Le fascisme était en train de gagner la bataille des naissances. Mens sana in corpore sano. È un chiarissimo monito che si ripete da secoli, ma che dopo Roma i pedagoghi avevano spesso dimenticato o male interpretato. Mon père voulait avant tout changer les mentalités. Des siècles de soumission et de maladie avaient transformé les Italiens en un peuple faible et servile. Il voulait renforcer leur esprit par l'éducation et leur courage physique par le sport, par des programmes de gymnastique, préparant à la vie militaire. Il y avait aussi tout un enseignement qu'on pourrait appeler guerrier. Il avait pour but d'apprendre aux Italiens, qui étaient dans l'ensemble des gens pacifiques et peu agressifs, à faire la guerre en cas de besoin. Aussi souvent que possible, le prestige du régime était renforcé par une action d'éclat. En 1933, le ministre de l'Air, le général Balbo, traversa l'Atlantique à la tête d'une flotte de 24 hydravions. Balbo et ses compagnons battirent tous les records, ce qui leur valut à New York un accueil exceptionnel. New York gave General Balbo and his Italian flyers a roaring welcome as they paraded up Broadway in traditional style amid a hail of paper. As the airmen passed along the Grand Canyon of skyscrapers, the scene resembled a heavy snowfall. Hundreds of thousands lined both sides of the street, from the Battery to City Hall, and cheered the smiling general as he passed by. Mussolini était le dux, le duce, le chef. Il avait atteint un degré de popularité jusque-là inégalé en Italie. Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria sei... Il se considérait comme un modèle pour toute la nation, comme la personnification des vertus viriles. Il sangue ti darà, sei
Le peuple suivait plutôt Mussolini que le fascisme. On était charmé, fasciné par l'homme. Il avait un magnétisme particulier qui ensorcelait les gens. C'était lui, plus que le fascisme en tant que parti qu'on soutenait. La conclusione che io traggo di in questa giornata luminosa di sole e fervida di speranze è questa. Mussolini possédait une personnalité puissante. Un regard, un geste lui suffisait pour provoquer le délire de la foule. Les gens oubliaient tout, sauf leur idole, et criaient avec un enthousiasme frénétique. Sur le moment, ils avaient la foi, parce que le Duce voulait qu'ils aient foi dans le fascisme. C'était la foi qui provoquait ces applaudissements sans fin. La bourgeoisie petite et moyenne constituait le principal soutien du fascisme. Les travailleurs agricoles, dans certaines régions, étaient aussi attirés par le fascisme, surtout parce que traditionnellement, ils respectaient l'autorité de l'État. La situation était un peu différente chez les ouvriers. À l'origine, ils étaient très opposés au régime. Mais au fur et à mesure que les vieux mouraient et que les jeunes générations grandissaient, les ouvriers aussi soutenaient le fascisme. Certains s'inscrivaient au parti par conviction, mais les motivations étaient très diverses. Il y avait aussi ceux qui s'inscrivaient au parti parce qu'ils étaient au chômage. Pour entrer dans l'administration ou dans n'importe quelle institution locale ou nationale, il fallait montrer la carte du parti. Par dérision, on appelait ce document le ticket de pain. Au fil des années, le régime cultivait de plus en plus le militarisme. Il Partito Nazionale Fascista è un esercito, o se voi volete ancora è un ordine, nel quale si entra per servire e per obbedire. Mussolini disait que seule la guerre anoblit un peuple. Pour rester saine, disait-il, une nation doit faire la guerre tous les 25 ans. Il parlait d'une armée de 8 millions d'hommes et d'une aviation si nombreuse qu'elle cacherait le soleil. Cette grandiloquence avait un but. Mussolini pensait que pour gagner le respect des autres nations, l'Italie devait être belliqueuse, confiante en elle-même, prête à faire la guerre le moment venu. Dès l'âge de 8 ans, les enfants défilaient avec des fusils. Il vaut mieux vivre comme un lion pendant un jour, disait Mussolini, que comme un mouton pendant un siècle. Soprattutto è un obiettivo interno. L'objectif de Mussolini était avant tout intérieur. Il voulait créer un esprit combatif,
et donner l'impression que l'Italie était un pays très important, que le fascisme allait atteindre des buts historiques qui, tôt ou tard, se réaliseraient grâce à un conflit. Ces vantardises avaient aussi pour but d'impressionner les étrangers, encore que là, il fut plus prudent. Il jouait tantôt le rôle du guerrier, tantôt celui du pacificateur, selon la nécessité. Sur la scène européenne, Mussolini était un opportuniste. Il voulait par-dessus tout que l'Italie soit acceptée au même titre que la Grande-Bretagne et la France, comme un des arbitres de l'Europe. Sa modération lui gagna de puissants amis à l'étranger, comme Pierre Laval en France ou Austin Chamberlain en Grande-Bretagne, qui le considérèrent longtemps comme un interlocuteur fiable et un allié potentiel. En 1933, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Aussitôt, Mussolini s'inquiète des convoitises déclarées d'Hitler sur l'Autriche. Si l'Allemagne annexait l'Autriche, elle arriverait jusqu'à la frontière nord de l'Italie. Pour Mussolini, le maintien de l'indépendance autrichienne semblait donc vital. Les funérailles du chancelier autrichien Dollfuss en 1934 prouvèrent à Mussolini que ses craintes étaient fondées. Lors d'une tentative de coup d'État, les nazis autrichiens avaient assassiné Dollfuss. Mussolini, qui s'était lié d'amitié avec lui, en tint Hitler pour responsable. Il envoya les troupes italiennes à la frontière autrichienne. Il remarqua au passage que ni la France ni la Grande-Bretagne n'avaient bougé. Le putsch nazi échoua. Dès notre arrivée à Rome, nous sommes allés voir Mussolini. Il était furieux. Il nous dit que son ami Dollfuss avait été assassiné sur l'ordre d'Hitler alors que sa femme était l'invitée de Donna Rachelle, la femme de Mussolini, à Riccione. Il ajouta: « On le sait bien, ce dictateur allemand est un barbare, un criminel et, bien sûr, un pédéraste. » Criminale e naturalmente risaputo pederasta. Noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d'altralpe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. En France, Laval considère dès lors Mussolini comme un allié potentiel. La France va donc se lancer dans une politique de rapprochement avec le dictateur. En janvier 1935, Laval se rend à Rome pour signer un accord dirigé contre l'Allemagne. La France et l'Italie conviennent de se concerter en cas de menace pour l'indépendance de l'Autriche. Pour prix de cette alliance incertaine, la France doit payer. Elle cède à l'Italie des territoires en Tunisie et en Érythrée. En avril, l'accord de Stresa entre l'Italie, la France et la Grande-Bretagne semble confirmer le rapprochement. Mais très vite, cette solidarité sera brisée par les ambitions de Mussolini en Méditerranée et en Afrique. L'Italie avait augmenté sa flotte, mais la Méditerranée restait contrôlée par l'Angleterre et la France. Pour Mussolini, c'était un obstacle à ses projets d'expansion. Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita. Comparé aux empires britanniques et français, les possessions italiennes étaient insignifiantes. L'Italie occupait la Libye, mais on n'y avait pas encore découvert de pétrole. Elle contrôlait aussi l'Érythrée et la Somalie. Tout près de ces deux territoires, il y avait l'Éthiopie que l'Italie convoitait depuis longtemps.
Certains disaient que nous n'avions pas le droit de conquérir l'Éthiopie. Et pourquoi pas? L'Angleterre n'avait-elle pas fait la même chose? Elle avait conquis l'Inde, le Moyen-Orient, elle avait conquis la moitié du monde. Pourquoi eux et pas nous? L'Italie aussi avait droit à une part de tous ces pays que la France et l'Angleterre s'étaient partagés. L'Éthiopie, gouvernée par l'empereur Haïlé Sélassié, était pauvre, arriérée, noire, et l'on y pratiquait l'esclavage. Aux yeux des fascistes, l'Éthiopie méritait donc d'être libérée par les Blancs. Les raisons économiques pour l'envahir ne manquaient pas non plus. Mussolini n'avait pas seulement besoin de matières premières, dont l'Italie manquait totalement. La seule ressource que l'Italie possède en abondance, c'est le minéral. Il avait besoin de matières premières, mais aussi de terres pour la population italienne qui augmentait très vite dans les années 30. Avant d'entreprendre la conquête de l'Éthiopie, Mussolini avait sondé la France et la Grande-Bretagne. En janvier 1935, Laval avait donné son accord. Les Anglais, en revanche, étaient restés évasifs pendant de longs mois. Un an plus tôt, la fille de Mussolini, Edda, était à Londres. Son père l'avait chargée d'une sorte de mission d'information. Avant mon départ, mon père m'avait dit « Raconte à tout le monde que nous allons entrer en Éthiopie. Dis-le aux porteurs à la gare, aux chauffeurs de taxi. » Alors j'en ai parlé à tout le monde. Les gens ordinaires ne savaient même pas où se trouvait l'Éthiopie. Au fond, cela leur était égal. Puis j'ai rencontré MacDonald, le Premier ministre. Et j'insistais pour savoir si les Anglais nous feraient la guerre. Il a répondu « Non ». Bien, dis-je. C'était là mon plus grand souci. « Parfait », répondit-il. « Mais est-ce que vous ferez quelque chose ?»« Oui, bien sûr. Bien sûr, mais pas la guerre. » Pendant l'été et l'automne 1935, les renforts arrivent en masse dans les bases italiennes d'Afrique. Mussolini commence par envoyer 3 divisions de réserve, puis, pour plus de sûreté, il en fait venir 10. Si monta l'artipiano, guardi il mare, Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già allora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un altro legge, un altro re. Le 3 octobre 1935, les troupes italiennes envahirent l'Éthiopie. C'était l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée qui ait jamais combattu en Afrique. En tout, 1,5 million de soldats. Mussolini s'attendait à une promenade militaire, mais les soldats éthiopiens, mal armés et pieds nus, résistèrent vaillamment. Pourtant, les vieux fusils et les lances ne pouvaient rivaliser longtemps avec les armes modernes. En tout cas, ils ne pouvaient rien contre les bombardiers. Mussolini donna secrètement l'ordre d'utiliser les gaz de combat. À l'étranger, l'indignation fut immédiate. L'Italie démentit en prétendant que les photographies de victimes des gaz montraient en fait des lépreux. Mais les preuves étaient irréfutables et la réprobation fut unanime. L'Angleterre, inquiète de voir une puissance rivale s'installer en Afrique de l'Est et en mer Rouge, tenta de réagir par le biais de la Société des Nations. Anthony Eden demanda à l'organisation de voter des sanctions limitées.
Tout le monde ou presque vota les sanctions, mais personne n'était prêt à participer à une action militaire collective. Les sanctions firent du tort à l'Italie, mais elles eurent surtout pour résultat de provoquer dans la population italienne une réaction nationaliste. Même si les sanctions étaient limitées, étaient très importantes et très ressenties du point de vue économique. Mais le régime a exploité les sanctions pour faire augmenter l'orgueil des Italiennes, donc l'orgueil d'être seul contre tout le monde. Vous voyez, et je crois que finalement les sanctions ont été en partie au moins responsables du fait que petit à petit l'Italie a glissé dans les bras d'Hitler. Le parti fasciste lança une vaste campagne sur le thème des sanctions. Suivant l'exemple de la reine, 250 000 Romaines firent don de leur alliance pour accroître les réserves d'or de l'État. Leurs maris apportèrent toutes sortes d'objets en métal pour alimenter la machine de guerre. Ce que les Italiens ignoraient, c'est que la guerre et l'effondrement du commerce extérieur étaient en train de torpiller le décollage économique des années 20. Quand vint la victoire en avril 1936, ce fut une explosion de joie populaire à laquelle se joignirent le roi et même le pape. Seuls contre le monde entier, les Italiens avaient démontré qu'ils étaient une nation de guerriers. Grâce à Mussolini, Rome était de nouveau la capitale d'un empire. Si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione: l'Etiopia è italiana. Le fascisme avait atteint son apogée. Il faudrait plusieurs années aux Italiens pour comprendre ce qu'avaient coûté les ambitions de Mussolini. À cause de l'Éthiopie, l'Italie avait perdu des amis précieux. Le déclin commençait. Enivré par la victoire, Mussolini entraîna les Italiens dans une deuxième aventure, l'intervention dans la guerre civile espagnole aux côtés de Franco contre les républicains. Au combat, son armée ne se distingua pas particulièrement et les films de propagande ne soulevèrent cette fois aucun enthousiasme populaire. Le Salmerie legionarie entrano in Casteldans, occupata con felice colpo di mano alle 3 di notte del 4 gennaio dai caristi legionari. La cittadina ci appare completamente devastata negli edifici, ingombra nelle vie e nelle piazze dagli sbarramenti di pietra con i quali i rossi hanno invano tentato di arginare l'impeto dei carri legionari. Plus tard, Mussolini reconnut que ces deux guerres avaient saigné l'Italie à blanc. Les conséquences diplomatiques furent encore plus graves. La guerre d'Éthiopie avait fait sortir l'Italie du camp des Alliés. La guerre d'Espagne la rapprocha encore de l'Allemagne nazie. Ce qui unissait les deux dictateurs, c'était en partie l'idéologie, mais surtout le fait qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Hitler avait profité du choc provoqué par l'Éthiopie pour réoccuper la Rhénanie. Mussolini, impressionné par cette démonstration de force, commençait à voir en Hitler un allié. En novembre 1936, Hitler et Mussolini scellent leur alliance, qu'ils baptisent l'axe Rome-Berlin. C'est le point de non-retour pour l'Italie, qui va perdre la maîtrise de sa politique étrangère pour devenir un satellite de l'Allemagne. Les fascistes se mirent à imiter les nazis. Mussolini donna l'ordre à son armée d'adopter le pas de loi allemand rebaptisé Passo Romano. Les soldats firent de leur mieux. Mais ce qui choqua même les fascistes les plus endurcis, ce furent les lois contre les juifs imposées par le Duce.
Mussolini décréta des lois antisémites parce qu'il était d'une certaine façon obligé, à cause de son alliance avec Hitler. Notre peuple, cependant, n'a jamais été raciste. Je suis né dans la ville italienne de Ferrare, où le maire a toujours été un juif, Renzo Ravenna. Beaucoup des fondateurs des faisceaux des combattants, entre 1919 et 1921, dans plusieurs villes italiennes, étaient juifs. La nouvelle alliance fut mise à l'épreuve en 1938, quand l'Allemagne envahit l'Autriche. 4 ans plus tôt, Mussolini avait empêché Hitler d'annexer l'Autriche, mais l'Allemagne était devenue une grande puissance militaire. Mussolini gagna la reconnaissance d'Hitler en approuvant par avance l'invasion. Après l'Anschluss, Hitler était parfaitement placé pour menacer son prochain objectif, la Tchécoslovaquie. À l'automne 1938, l'Europe était au bord de la guerre. La conférence de Munich en septembre 1938 offrit à Mussolini une dernière occasion de jouer un rôle sur la scène européenne. Il transmit à Hitler la proposition britannique d'une conférence de la dernière chance. Il présenta comme sien un projet de règlement préparé par les Allemands. En réalité, il fit de la figuration. À Munich, les décisions furent prises par Hitler et par Chamberlain, accessoirement par Daladier. À son retour en Italie, Mussolini reçut un accueil frénétique. Di sentimenti di riconoscenza e di orgoglio della nazione per l'uomo che ha salvato l'Europa dal baratro di una guerra assurda si manifesteranno con un susseguirsi di commoventi episodi di amore e di devozione lungo tutto il viaggio trionfale. Chamberlain n'avait pas renoncé à ramener l'Italie dans le camp britannique. En 1937 et 1938, il avait fait plusieurs concessions, comme la reconnaissance de l'annexion de l'Éthiopie. En janvier 1939, Chamberlain se rendit à Rome pour une ultime tentative. Mais les nouvelles exigences italiennes en Afrique et en Méditerranée étaient inacceptables pour les Britanniques. Pour Mussolini, l'heure n'était plus aux discussions avec les Alliés. Emporté par ses rêves de grandeur impériale, il semblait rechercher l'affrontement avec la France. En novembre 1938, le Parlement fasciste revendique des territoires sous contrôle français. La Tunisie, Djibouti et même la Corse. La presse italienne parle de récupérer Nice et la Savoie. Cette fois, la réaction française est immédiate. La France déclare qu'elle défendrait tout territoire sur lequel flotte son drapeau. En janvier 1939, Daladier entame un voyage en Corse et en Tunisie. Au passage, l'escadre qui l'emmène vers la Corse fait une démonstration de force en Méditerranée. Le salut aux couleurs à bord du Foch. En Corse, Daladier sera reçu par des foules débordantes de ferveur patriotique. La voix d'un ancien combattant bastier s'élève pour répéter le serment prêté par les Corses en réponse à d'incompréhensibles revendications. Nous jurons de vivre et de mourir français. Même spectacle en Tunisie, où la communauté française lui réserve un accueil délirant. Et c'est de Tunis que Daladier s'adresse à ceux qui convoitent les colonies françaises. Mais ils savent que ce pays pacifique et tranquille, parce qu'il est sûr de sa force, parce qu'il a la certitude de sa force, est en mesure de faire face à toutes les attaques et à tous les défis. Point culminant de son voyage, Daladier va inspecter l'armée coloniale qui effectue des manœuvres dans le désert.
non loin de la frontière avec la Libye, colonie italienne. Pour Mussolini, le message est clair. À elle seule, l'Italie ne sera pas capable de faire céder la France. En mai 1939, le ministre des Affaires étrangères de Mussolini, le comte Ciano, arrive à Berlin pour signer un traité d'alliance avec Hitler. L'occupation allemande de Prague avait pris Mussolini par surprise. Il était inquiet de se voir entraîné malgré lui dans une guerre. Mais il estima en fin de compte que mieux valait rester du côté du plus fort. Pendant les discussions, Ciano avait insisté sur le fait que l'Italie ne serait pas prête à faire la guerre avant 1943. Les Allemands restèrent évasifs. Le 21 mai 1939 fut signé le pacte d'acier. En août, Ciano découvrit que l'Allemagne était sur le point d'attaquer la Pologne. Je retourne à Rome complètement dégoûté des Allemands, de leur chef, de leur façon d'agir. Ils nous ont trahis, ils nous ont menti. À présent, ils nous entraînent dans une aventure dont nous ne voulons pas et qui peut compromettre le régime et l'avenir du pays. Mussolini était tombé dans un piège. Il avait promis à Hitler que les deux pays marcheraient la main dans la main, mais son armée n'était pas en état de faire la guerre. Les films de propagande faisaient croire à une armée impressionnante, mais la réalité était bien différente. Les soldats étaient armés de fusils datant de 1891. Les 3 divisions blindées n'existaient que sur le papier. L'armée n'avait pas de chars convenables. Pour les défilés militaires, il arrivait qu'on empruntât des véhicules à la police. L'artillerie datait de la Première Guerre mondiale. Au Grand Conseil fasciste, Mussolini reprocha à ses généraux les insuffisances de l'armée. Mais c'était lui le responsable. Les faibles ressources de l'Italie avaient été gaspillées par 4 années de combat en Éthiopie et en Espagne. Pour prouver que son armée n'était pas prête, il envoya à Hitler une liste des équipements dont il avait besoin en exagérant délibérément. Il réclama 17 millions de tonnes de fournitures. Hitler dut se rendre à l'évidence. Il dégagea Mussolini de ses obligations militaires. Les Italiens ignoraient tout de ces tractations. La propagande fasciste ne les avait pas préparés à l'invasion de la Pologne. En Italie, nous vivions tous insouciants, presque inconscients. Pour tout dire, nous vivions une vie normale et nous ne savions pas ce qui se passait à nos frontières. Di tutto quello che poteva accadere intorno ai nostri confini. Alors on travaillait, on chantait et on défilait. La rumeur lointaine de la guerre, nous ne l'entendions pas, ou peut-être nous ne voulions pas l'entendre. J'étais en vacances dans une ville d'eau et l'hôtel où j'étais installée avait donné une très grande réception. Tout le monde était heureux et joyeux. Le lendemain, de ma fenêtre, je vis une foule de gens bouleversés qui criaient et qui couraient vers la gare. Il y avait des voitures, de vieilles charrettes, des camions partout, des gens pieds nus, des gens à bicyclette. Tout le monde avait le visage bouleversé. C'était bien sûr à cause de la nouvelle qu'ils avaient entendue ce matin-là. La guerre avait éclaté. La vie continua comme si de rien n'était. L'Italie restait, selon l'expression officielle, non belligérante. Mussolini hésitait,
honteux d'être neutre, mais il attendait que la victoire allemande lui paraisse certaine pour se jeter dans la guerre. Et malgré son alliance avec Hitler, il était toujours tenté de faire un marché de dernière minute avec les Alliés. À plusieurs reprises, il fit savoir qu'il était prêt à rompre le pacte d'acier si la Grande-Bretagne et la France lui faisaient des concessions en Méditerranée et lui garantissaient une protection contre l'Allemagne. Les Alliés ignorèrent ces propositions. En mai 1940, le succès de l'offensive allemande en France avait dissipé ses doutes. L'Italie, annonça-t-il, ne pouvait plus rester absente quand se jouait le destin de l'Europe. Gli aerei sorvolano le opere fortificate francesi, prolungamento della linea Maginot, lungo le frontiere del Lussemburgo e del Belgio fino al mare. La formidabile barriera è stata infranta dal valore e dallo spirito di sacrificio dei soldati del Reich. Le 10 mai, les armées allemandes envahissent la Hollande et la Belgique. Mussolini attend toujours. 10 jours plus tard, ses généraux l'avertissent que la fin de la guerre est proche. S'il attend encore, il risque de ne pas être invité aux négociations de paix. Le 10 juin, il se décide enfin à jeter son malheureux pays dans une nouvelle guerre. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Le succès militaire d'Hitler laissait prévoir une victoire rapide et facile. La foule acclamait comme elle l'avait fait depuis 17 ans, mais son humeur commençait déjà à changer. En regardant par la fenêtre du palais Chigi, où je me trouvais à l'époque, nous ne voyions pas de jeunes gens exaltés à l'idée de faire la guerre. Plutôt des gens pensifs, qui rentraient chez eux avec des drapeaux roulés et qui se posaient les questions qui ne s'étaient pas posées lorsqu'ils étaient sur la place. Le 22 juin, alors que les Allemands occupaient Paris depuis une semaine, Mussolini décida de lancer une offensive dans les Alpes contre les Français. L'attaque fut un désastre. Les forces italiennes, pourtant largement supérieures en nombre, subirent des pertes très lourdes. Elles ne furent sauvées que par l'effondrement de la France sur le front nord. Dans les années qui suivirent, les défaites succédèrent aux défaites. Mussolini avait pris goût aux petites guerres faciles, mais cette fois, il avait jeté son pays dans un conflit entre grandes puissances pour laquelle l'Italie n'était pas de taille. Il n'avait pas non plus réussi à transformer les Italiens en guerriers implacables. Jusqu'à la guerre, les Italiens n'avaient vu en Mussolini que le ténor qui les avait charmés, comme ils avaient été charmés jadis par Caruso. Comme pour les ténors, ils appréciaient la mélodie sans vraiment écouter les paroles. S'ils avaient fait un peu attention, ils n'auraient pas été surpris par la suite des événements. Mussolini l'avait annoncé.